Allez grave, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va reprendre en 2025, j'espère le plus longtemps possible, ces vidéos hebdo et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à les écouter, que moi à les faire. En tout cas, je pense qu'on a des choses à se dire puisqu'on a un petit dicton qui est important, qui est souvent plus valable que le rallye de Noël. C'est justement de se dire, en règle générale, début janvier vous donne un petit peu l'aperçu de comment va être le reste de l'année. Et dans cette idée-là, c'est ce graphique que je vous mets à l'écran qui est le plus important, c'est le taux à 10 ans américain. Et on avait une petite truc, parce que vous savez, c'est la petite guéguerre. Les banques centrales vont baisser les taux. Super, l'inflation baisse. Voilà, l'économie va toujours très bien. C'est boucle d'or, comme on aime le dire. Et en gros, ça c'est très bon pour les valeurs de croissance. On continue d'acheter à gogo les actions. Et puis, on a mis un petit grain de sable. On a mis un petit grain de sable en décembre déjà, où Powell nous a expliqué que l'inflation ne baissait pas aussi vite que ce qu'ils pensaient. Donc, ils allaient la jouer un petit peu mollo sur la baisse des taux, peut-être en faire un petit peu moins, ou en tout cas attendre. Puis, il y avait l'investiture de Trump aussi. On met un petit peu de sable et de gravillon sous les pieds. Et on arrive sur ce début janvier, où on a quelques stats économiques qui nous démontrent que le chômage continue d'être, bas, l'emploi continue d'être fort, l'économie américaine continue d'être résiliente et donc ça pose quelques petites questions sur l'inflation et le fait que l'inflation, sur un certain nombre de produits, est en train de remonter et donc là, oh mon Dieu, les banques centrales ne vont pas baisser les taux autant que ce qu'elles l'ont dit et cetera. Donc il faut qu'on revalorise, les valeurs de croissance et on va taper essentiellement donc sur la tech et le Nasdaq. Bon, c'est un prétexte en même temps parce qu'il faut dire qu'on est tellement monté qu'il faut bien souffler à un moment donné et on utilise un prétexte. Mais on ne change absolument pas la donne. Et regardez ce qui se passe, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que si le marché joue réellement la désinflation et la baisse des taux des marchés, les taux à 10 ans doivent baisser. Donc le prix des obligations doit monter. Donc on doit avoir un rush, quelque part, des investisseurs qui se disent: «Ouh là là, si l'économie commence à ralentir dans le futur, si l'inflation continue de baisser parce que la hausse de l'inflation que l'on a eue, c'était le Covid, des dépenses gouvernementales et l'Ukraine, donc c'était quelque chose de plus finalement de plus lié à ces aspects-là que quelque chose de structurel. Donc on va revenir dans un monde un petit peu comme le Japon, c'est-à-dire dépopulation, et déflation. Désinflation, déflation et baisse des taux, à zéro pour essayer de tenir le schmilblick comme le Japon tient plus ou moins, si vous voulez, avec 250 de dette sur PIB depuis des années et ils ont pas un Mark Twain, qui s'affole. Donc on y reviendra dans une vidéo, individuelle si vous voulez, mais c'est toujours le point important, c'est qui détient la dette et la dette est en quelle monnaie? À partir du moment où la dette est dans la monnaie que vous pouvez imprimer et que vous détenez vous-même dans votre population et dans vos institutions la dette, globalement, si vous voulez, il y a pas plus de problème que ça. Et les banques centrales, ce qu'il faut bien se dire, j'y reviendrai aussi, sont là pour supporter ça. Et je pense que 2025, c'est une année pivot. On va y revenir avec des graphiques. Mais juste l'idée un petit peu de revenir sur le 10 ans américain, regardez ce que l'on fait depuis septembre. On est en train de monter les taux. Les taux sont aux alentours des 5, ce qui rend fébrile évidemment les marchés, puisqu'à un moment donné, si vous voulez, plus vous montez les taux, moins il va y avoir de crédit, moins un certain nombre d'entreprises vont faire faillite parce qu'elles vont pas pouvoir se refinancer et ou si elles se refinancent, elles vont pas pouvoir prendre autant d'investissements qu'avant, donc elles ne vont pas pouvoir investir avant, donc c'est le serpent qui se mord la queue, on va vers un ralentissement économique et au-delà de cela, on a aussi le pétrole qui est, remonté. On y reviendra là aussi et le pétrole qui remonte quelque part, c'est aussi une idée que l'économie va pas si mal que ça. Que la Chine peut-être, même s'ils magouillent les comptes, ils sont aussi pas loin, de se retourner. Ils vont certainement attendre Trump pour envoyer un stimulus supplémentaire. N'oubliez pas que les poches des Chinois, plus aisés bien entendu, sont pleines. Ils ont des taux d'épargne qui sont supérieurs aux Français. C'est dire. C'est donc à partir du moment, si vous voulez, où vous avez un retour de la confiance et c'est ça, partie chinoise, si vous voulez, c'est là où il y a un peu plus de boulot, c'est de prendre des mesures pour retrouver de la confiance, pour pousser un petit peu à la consommation. Consommation interne, parce que si un jour ils veulent prendre Taïwan, si un jour ils veulent pouvoir un petit peu résister, il leur faut quoi? Il leur faut des métaux dans les coffres pour pouvoir justement offsetter la problématique, de la monnaie et il leur faut une consommation interne qui est un peu plus robuste que ça, qui leur permet un petit peu d'être un petit peu conclave et en autonomie. Conclave, vous avez vu, c'est le mot, qui est revenu, à la mode, dans nos politiciens. Ils ont toujours cette capacité
à être super créatif sur les noms, qu'ils donnent. Par contre, pour augmenter les impôts, là, 0 créativité. Mais on en est là, on en est là et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que donc depuis septembre de l'an dernier, on était en train de jouer sur les marchés en mode: «Bah, oui, il va y avoir désinflation, il va y avoir baisse des taux, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes possibles» et personne regardait vraiment les taux petit à petit monter. En tout cas, les tout le monde le regardait, tout le monde se disait: «C'est pas normal», parce que les taux longs devraient baisser en même temps que les anticipations du ralentissement économique et de la baisse des taux de la Fed, si vous voulez. Et là, c'était pas le cas. Ça veut dire que le marché obligataire joue le fait que l'inflation va être plus résiliente, que le ralentissement économique, non, non, peut-être on va même vers une relance, cyclique et surtout que les gouvernements continuent de dépenser à foison. Donc que l'endettement continue de monter et donc que moi, si je suis un prêteur, je demande un taux supérieur, si vous voulez, un taux, premium pour pouvoir me rémunérer et continuer de prêter à quelqu'un qui dépense de plus en plus. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quelques charts. On va se regarder déjà ce chart ici. Vous regardez que pour les années 2025-2026, les anticipations sont qu'il va y avoir très peu d'économies en récession. Et même l'Allemagne, il faut attendre les votes en février, ça peut jouer trouble fête. Mais admettons qu'ils arrivent à récupérer une majorité, ils ont 50% du PIB qui est en dette, donc ils peuvent faire du stimulus, ils peuvent relancer. Aujourd'hui, tout le monde parle de la récession, le marché allemand est au plus haut. Donc il faut bien comprendre la déconnexion aujourd'hui entre les marchés boursiers et l'économie, parce qu'en gros, vous avez les grosses boîtes qui soutiennent les marchés boursiers, parce qu'elles fonctionnent très bien, et c'est elles qui font les gros des profits. Les PME qui tirent la langue, et puis ça y va sur justement les licenciements, et puis les clés sous les portes. Et même chose chez le consommateur. On a beaucoup de consommateurs et on s'alarme beaucoup des niveaux de dette, etc. Et beaucoup de consommateurs qui n'arrivent pas à rembourser. Mais les plus riches, ce sont eux qui tiennent la consommation. Et les plus riches, ils ont des actions et ils ont de l'immobilier. Regardez sur ce petit tableau ici, on voit que le top 1% des plus riches ont la moitié, en plus de la moitié de toutes les actions qui existent, qui sont détenues par les Américains. C'est une stat américaine. Donc vous voyez, c'est là où c'est impressionnant, si vous voulez. Et ensuite, quand on va aller sur le 90-99, ça va être les 35%. Donc en gros, les 10% les plus riches détiennent toutes les actions et eux, ils ont les bonus, ils ont les emplois qui sont bien payés, ils ne sont pas licenciés, ils ont leur portefeuille boursier qui est au plus haut, leur portefeuille immobilier qui est au plus haut. Tout roule, je continue à acheter des quartiers pour ma petite femme et donc j'aide également à booster les résultats de Richemont et donc j'ai les États-Unis qui soutiennent quelque part également la consommation de par la consommation des riches. Et c'est là justement où on retourne. Imaginez si les marchés boursiers, pour un prétexte X ou Y, viennent à baisser et commencent à perdre 15, 20, 25%, admettons, sans parler de crack, mais un truc graduel, eh ben, il faut vous dire que ces riches-là ne se sentiront pas aussi riches qu'avant. Et donc, leur portefeuille sera plus haut, leur immobilier non plus, et ils commenceront à se serrer la ceinture également. Et si eux se serrent la ceinture, eh ben, c'est là où vous avez une accélération du ralentissement économique. Et donc, vous allez avoir finalement la bourse qui baisse et qui finit par impacter négativement l'économie, encore plus fortement. Donc c'est ça qu'il faudra regarder, mais si vous voulez, c'est pour plus tard. Donc ça, c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête également, que c'est pas toujours l'économie qui influence la bourse, mais que c'est la bourse qui influence aussi l'économie. Regardez au niveau de l'immobilier, c'est la même idée. Vous voyez le top 1%, ils ont que 13% de l'immobilier. C'est parce que la majorité, c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise, etc. Et ils ont donc leur plus gros de leur capital qui est sur des actions et qui est bloqué. C'est ça aussi qu'il faut se dire. À un moment donné, on dit ils sont riches, mais en fait, ils sont souvent, la majorité de leur fortune est bloquée en gros dans leur entreprise. De la même manière que la majorité du patrimoine des Français est bloqué dans un bien immobilier qui est la résidence principale, voire 2 qui est l'immobilier locatif. Mais c'est bloqué, c'est pas liquide. OK? Et on le voit, vous allez avoir en gros l'essentiel, quand on descend en dessous des 50% des plus riches, en fait, l'essentiel des patrimoines c'est l'immobilier, c'est la résidence principale. Mais en gros, on en est là. Et aux États-Unis, avec la remontée des taux longs, on avait aussi, vous le voyez depuis septembre, une remontée, des taux longs pour l'immobilier, qui fait que ça coince au niveau de l'immobilier
et que le seul truc qu'on fait, en gros, c'est qu'on ne change pas parce que la plupart des prêts ont été pris pendant le Covid. Donc, ils ont des prêts, les Américains, à 3 ou 4. Même si je dois changer mon appart ou ma maison, je ne vais pas acheter quelque chose de neuf parce qu'il faudrait que je refinance à ce moment-là mon prêt et je ne vais pas changer un prêt à 4 pour du 7. Donc, je reste là où je suis. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des travaux à la place. Donc, c'est essentiellement là où on voit l'arrêt du neuf, les constructions, ça commence bien à bloquer. Par contre, les rénovations, c'est là où il y a des trucs qui sont intéressants. Je reviens, à mes moutons, si vous voulez. N'oubliez pas, ça je l'ai montré pendant des années, heu, on n'arrête pas de vous parler de la hausse de la dette, mais personne ne vous parle de la hausse des actifs. Les actifs, vous le voyez depuis, 2009, si vous voulez. Tout le monde vous dit qu'on est sur des niveaux, de dette, plus élevés que la crise des subprimes et cetera. Oui, le niveau des actifs a en fait plus que triplé, par rapport à ces niveaux de dette. Donc on se retrouve aujourd'hui, historiquement parlant, à un niveau de dette sur, les actifs qui sont détenus, qui est au plus bas depuis les années 70. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a une épargne disponible qui est énorme. Alors certes, sur les classes, les classes supérieures et certes, en acceptant un petit peu d'inflation. On revient sur cette inflation. Vous voyez que, l'inflation ne baisse plus, l'inflation hors de l'immobilier ne baisse plus et est assez volatile, on va dire, depuis mi-2023. Ce qui baisse et ce qui permettait encore la désinflation jusqu'à maintenant, c'était la baisse des loyers. À partir d'un moment, si vous voulez, vous avez le pétrole, les matières premières et les services, l'inflation sur tous ces éléments-là qui est en train de remonter, mais qui est compensée pour l'instant par la continuité de la baisse des loyers. Donc en gros, ce qu'il faut bien se dire, c'est de réfléchir en 2 étapes. C'est-à-dire que sur les prochains mois, il faudrait réellement que les matières premières et les services continuent d'avoir une inflation très élevée pour que l'inflation générale continue de monter, si vous voulez, heu, parce que la baisse des loyers, n'est pas suffisante pour compenser. Or, si on reste un petit peu dans ce zigzag-là, la baisse des loyers va continuer de compenser et va permettre à l'inflation, si vous voulez, de continuer de baisser. Mais je vous avais dit déjà il y a une année que le gros, de la baisse de l'inflation avait été fait et que maintenant ça allait être marginal. Parce que le seul truc qui pouvait encore pousser à la baisse de l'inflation, c'était soit une récession, soit globalement la baisse des loyers. Et là, la baisse des loyers va continuer et c'est pour ça qu'en gros, sur les prochaines semaines et les prochains mois, on peut en effet se dire que la désinflation va se poursuivre. Mais à côté de ça, vous avez la hausse de toutes les matières premières qui se met en branle. Donc en gros, j'ai mes taux longs qui sont proches des 5. J'ai, quelque part aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter une stat jeudi ou mercredi. On a décidé d'acheter une stat parce que ce qui était prévu, c'était un CPI à 3,3 et on a eu 3,2. Sauf que si on regarde le détail, la vraie stat, elle est à 3,248 et on arrondit toujours à l'inférieur. C'est-à-dire que pour 0,02 on aurait été à 3,25, on aurait arrondi à 3,3 et là, c'était équivalent, si vous voulez, à la stat. Donc il faut bien comprendre un petit peu la psychologie du marché et le fait qu'on est dans cet entre-deux scénario. C'est-à-dire, soit je joue la désinflation, mais c'est pas ce qu'est en train de me dire, mon obligataire, soit je joue le fait que oui, je peux avoir de la désinflation encore grâce à mes loyers, sur les prochains mois, mais que en fait, que ce soit l'obligataire ou que ce soit mes commodités, tout le monde est en train de m'indiquer que je vais retourner dans une inflation, attention, pas structurelle, mais plus linéaire, pas exponentielle, mais plus linéaire, parce que je suis dans une reprise cyclique de mes activités. Et à ce moment-là, je préfère avoir des actifs tangibles dans mes poches. N'oubliez pas qu'ils sont blindés de pognon. Ça, c'est tout le pognon que vous avez dans les réserves, que ce soit les banques, que ce soit les GAFAM, que ce soit aussi, des conglomérats. Ils sont blindés de pognon et ça, c'est que les boîtes américaines. Vous avez la même chose en Europe. Donc à un moment donné, si vous avez un petit peu d'inflation qui demeure et cetera, parce que vous enlevez l'immobilier, parce que les stats, inflation, si vous voulez, vous devez toujours savoir, l'immobilier est énormément pondéré dans le CPI américain. Mais en gros, pour une boîte, ils continuent de vivre de l'inflation. Une inflation qui est moindre, certes, mais il y a toujours une hausse des prix. Donc à partir d'un moment, vous ne pouvez pas non plus conserver tout votre cash. Donc il y a aussi ce qui peut motiver, c'est les fusions-acquisitions en 2025. Donc ne sous-estimez pas ça. Il peut y avoir pas mal de fusions-acquisitions. L'économie peut rester pas mal résiliente parce que la dette
c'est pas vraiment un problème et la hausse des taux sur la dette, c'est un problème pour les plus petits acteurs, les moins aisés, bien entendu, mais on voit bien que la bourse tient sur les gros acteurs. N'oubliez pas également que 2025-2026, il y a beaucoup de refinancement de dettes qui arrivent à terme depuis le Covid et donc on va se refinancer. On se refinance plus à 0 ou 1 pour les meilleures boîtes. Elles vont se financer à 5, 6 et au-delà de 10 pour les plus petites. Donc c'est ça qui peut mettre un grain de sable dans le rouage également. Et n'oubliez pas, les petites boîtes, les PME, c'est le bassin d'emploi. Donc ça peut commencer aussi à gripper la machine un petit peu plus. Même si on ne le voit pas trop en ce début d'année, plutôt vers la fin de l'année, c'est des choses derrière que le marché peut anticiper, se mettre à anticiper. Autre élément, c'est que ce qui s'est passé depuis le Covid, c'est que ce sont les gouvernements qui ont pris le relais des banques centrales. Les banques centrales, elles, ont commencé à réduire leur bilan. Et ce qui continue de motiver la création monétaire, l'endettement, ce sont les gouvernements. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est croissant depuis plus de 30 ans. Mais depuis le Covid, c'est vraiment les gouvernements qui ont pris le pendant et qui font de la dépense. Et ça, c'est inflationniste. La hausse du bilan de la Fed, ce n'est pas inflationniste. Ce n'est pas inflationniste pour l'économie réelle. C'est inflationniste pour les marchés, mais de la même manière que le reste aussi. Donc, la vraie question à se poser, c'est au moment où les taux sont en train de pousser potentiellement les gouvernements à se serrer la ceinture, il y a deux solutions. Soit je me serre la ceinture niveau gouvernement, soit j'augmente les impôts comme un gros débile qui n'a toujours pas compris comment l'économie marche. Et à ce moment-là, je fais fuir tout le monde. Et puis, dans 2-3 ans, je me dirai, ah ben, j'ai toujours pas assez de recettes. Et là, en général, je vais dire, ah, je monte encore plus les impôts. Ben oui, on ne change pas une équipe qui perd. Mais l'idée première, c'est de se dire, qu'est-ce qui va permettre au gouvernement de compenser à un moment donné une baisse des dépenses? C'est le fait que les banques centrales reprennent du quantitative easing et non plus du quantitative tightening pour soutenir tout ça. Parce que de quoi j'ai besoin? Pour soutenir ma dette, pour soutenir la hausse des taux d'intérêt, j'ai besoin de continuer de croître, donc de continuer d'avoir de la croissance. Et pour continuer d'avoir de la croissance, j'ai besoin de continuer d'investir. J'ai deux façons d'investir. Je donne les moyens à mes entreprises, donc je baisse les impôts, etc. Ou alors, je vais financer. J'achète des infrastructures, je fais des subventions, bref, je pousse dans un sens, si vous voulez, mon économie. Ça coûte de l'argent, ça coûte de la dette. Donc il faut. Et si je veux pas voir les taux continuer de monter, ben, j'ai besoin de créer de la croissance. Si je ne crée pas suffisamment de croissance, eh ben, ça commence à coincer. Si je crée de la croissance comme ça en finançant, je crée de l'inflation aussi. Et donc mon but, c'est de créer plus de croissance que d'inflation pour maintenir, si vous voulez, un pouvoir d'achat stable au mieux, voire en croissance. Et de cette manière-là, j'arrive à réduire ma dette sur PIB parce qu'en fait, j'ai plus de croissance que d'accroissement de ma dette. J'ai toujours un accroissement de ma dette, mais inférieur à ma croissance. Et c'est ce qu'on a fait toutes ces dernières années. Sauf que ça coince beaucoup plus en Europe, évidemment, parce que la dette qu'on a accumulée n'a pas servi à investir pour créer de la croissance. Ici, vous voyez sur le gouvernement, vous voyez les dépenses du gouvernement, regardez à partir donc du Covid. Mais c'était un trend qui est crescendo, vous voyez, depuis les années 50 et surtout depuis la crise des subprimes. Donc on a des gouvernements qui investissent de plus en plus et qui poussent justement les dépenses et puis la création d'inflation. Parce que d'une certaine manière, si vous voulez, l'inflation, ça vient rogner la dette aussi. Si j'arrive à créer un pouvoir d'achat avec mes investissements grâce à la dette qui est supérieur à l'inflation, tout fonctionne. Si mon inflation devient supérieure à ma croissance, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, j'ai besoin de mes banques centrales qui prennent le relais parce que moi, gouvernement, je dois baisser mes dépenses. Et je suis forcé à le faire par le marché. Regardez cet espace ici. En vert, en gros, vous avez à chaque fois quand la croissance a été supérieure au rouge, c'est-à-dire donc vous avez un taux réel positif, une croissance réelle positive, parce que la croissance, le PIB, il faut lui enlever l'inflation. Alors aujourd'hui, les stats officielles qui sortent, quand on vous dit il y a eu une croissance de 0,1%, l'inflation est intégrée dedans. Donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Regardez, les années Covid, on a des inflations qui sont assez fortes, et puis qui sont en décélération ensuite, mais on a eu des croissances encore plus fortes. Les moments où ça blesse, si vous voulez, c'est quand vous avez la pointe verte qui est en dessous des 0%. Ça veut dire que là, vous êtes dans une destruction de la monnaie, une destruction du pouvoir d'achat. Mais pour les Américains, vous voyez, ça ne dure jamais bien longtemps.
Et on le voit, on a eu une baisse, on vient d'à peu près 40 ans de baisse des taux et là, éventuellement, on est en train de changer le cycle. C'est-à-dire que si on est dans un cycle où les taux recommencent à être plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années, il faut pousser la création de croissance pour garder le pouvoir d'achat. Et pour pousser la croissance, il faut investir, il faut encore plus de dettes. Et pour avoir un peu plus de dettes, il faut que je maintienne mes taux quand même assez bas pour pas gripper la machine. Et donc, j'ai besoin que la Fed continue de m'acheter la dette. Donc, j'ai besoin qu'elle relance du quantitative easing. Et j'ai besoin tout simplement, moi, de subventionner, en tant que gouvernement, de continuer de subventionner. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous voyez, et donc j'accepte de créer de l'inflation. C'est pour ça, si vous voulez, que si on se projette à plus long terme, si les gouvernements, pas que les États-Unis, mais l'ensemble des gouvernements choisissent ça, c'est-à-dire de dire, bah, ce qui va vraiment m'aider, c'est de créer de la croissance, mais pour ça, il faut de la subvention, pour ça, il faut de la dette. Donc, il faut que j'accepte aussi que je crée de l'inflation. Donc, il faut que j'accepte peut-être que dans les années à venir, on a 2-3% d'inflation, de manière linéaire. Et si on a ça, eh ben, vous changez complètement la mentalité de 40 ans de baisse des taux chroniques. Vous inversez en fait tout, vous inversez la table. Alors ça va pas forcément se mettre en branle évidemment, sur une année, mais c'est des changements que vous devez intégrer. C'est-à-dire que le marché là, il peut bouger et puis il peut jouer encore la désinflation. Mais la vraie question, le vrai débat, c'est de dire: «Est-ce qu'on va vers le Japon?» Et donc désinflation, taux à zéro, et cetera, dépopulation et on est comme le Japon il y a 20 ans et ça peut durer très longtemps et donc on est, tous les stimulus n'arrivent pas à relancer la croissance. Ou est-ce qu'on va vers ça? On va vers des gouvernements qui veulent pas prendre le chemin du Japon et qui prennent le chemin des États-Unis et qui veut dire: «On investit au taquet, on crée de l'inflation, mais on cherche à créer plus de croissance». Évidemment, ça ne marche pas si on n'arrive pas à créer suffisamment de croissance par rapport à l'inflation. Là, on se plante. Mais on voit les États-Unis, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qu'on va jouer. Pour moi, 2025 est une année pivot sur ça parce que les élections et les politiques, tous qu'on les voit, Argentine, États-Unis, et ça commence à arriver en Europe, on les voit pousser vers ça. Même la Chine va commencer à pousser du stimulus. Ils doivent relancer l'inflation. L'inflation, ce n'est pas le mal, si vous voulez. Trop d'inflation, c'est le mal. Une inflation supérieure à la croissance, c'est le mal. Mais de l'inflation, ça permet, si vous voulez, de résorber votre dette et de continuer d'investir pour de la croissance. Donc en gros, c'est ça qu'on va faire. Et si on fait ça, eh ben, un monde où on retrouve des taux d'intérêt qui sont positifs, taux réels positifs, et en croissance, une inflation positive et de la croissance, bah, c'est un marché où tu as envie d'avoir des commodités. C'est un marché où tu as envie de jouer des actifs tangibles. C'est un marché où tu as envie de jouer le cycle, les cycliques. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer. Et si vous regardez depuis quelques mois, c'est ce que le marché joue aussi, alors qu'on s'est fait dézinguer. Alors voilà, ça prendra peut-être du temps dans la construction, etc. Parce que c'est un scénario, si vous voulez, qui fera peut-être consensus que plus tard et qui sera évident que plus tard. Mais vous avez toujours une phase, en gros, où les 2 scénarios sont sur la table et donc ça hésite. Le marché joue tantôt l'un, tantôt l'autre. Quand il y a suffisamment de pognon comme maintenant, on choisit pas, en fait, on joue les 2. Donc je vais vendre un petit peu de ma tech pour rediversifier mon portefeuille et acheter des actifs tangibles et je vais rediversifier mes portefeuilles, repondérer de cette manière-là. Je fais pas du binaire, je fais pas du 0-100 ou du on-off, mais je tourne à peu près au fur et à mesure mes stratégies. Donc en gros, voilà, c'est ça que vous devez bien prendre en compte, c'est que normalement, les taux bougent de concert. C'est-à-dire que quand on a un ralentissement économique et que la Fed commence à baisser ses taux, bah, les taux longs baissent aussi. L'économie ralentit. Là, on est dans quelque chose de différent. Alors ça peut changer évidemment. Dans 3 mois, peut-être qu'on réalise, paf, le ralentissement économique, il est là. La Fed va continuer de baisser ses taux. Trump n'arrive pas à vraiment relancer, l'économie, n'arrive pas à booster de par des investissements, la croissance. Plus de dettes ne crée pas plus de croissance. On commence à arriver au bout du truc et là, ça bloque. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que les investissements américains créent plus de productivité. Productivité américaine a quasiment doublé par rapport à celle de l'Europe sur les 10 dernières années. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Et oui, il faut acc et vous voyez un petit peu, aux États-Unis,
Les salaires sont 2 fois plus élevés qu'en Europe, mais parce qu'aussi il y a de l'inflation derrière. Il faut aussi intégrer ça. Hem, donc voilà, donc si on a ces aspects-là, on voit que par exemple, dernièrement, on a énormément vendu la santé. Moi, je pars du principe que si on est dans le scénario justement que je viens de vous exposer, alors peut-être il mettra des mois encore à se mettre en place, hein, mais la santé, les biotech, bref, les industries, tout ce qui a des actifs tangibles et qui peut profiter et qui a besoin d'énormément de masse d'argent, ça pour moi, c'est des éléments qui vont être intéressants. Alors pas les trucs trop endettés, hein, il faut quand même conserver un endettement qui est raisonnable, donc on évitera les trucs qui sont trop endettés. Mais voilà, ça c'est des secteurs d'activité qu'il faut regarder. Les secteurs d'activité plus cycliques, les secteurs d'activité plus liés à la santé, aux matières premières. C'est des choses que je vous ai déjà dit, déjà depuis longtemps. Mais comme je vous dis souvent, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut petit à petit, on met les briques. Et quand ça fera consensus, c'est que l'essentiel du retournement aura déjà eu lieu. Regardez, hein, vous avez beaucoup de valeurs cycliques, hein, qui ont déjà repris 40-50% sur leur plus bas. C'est des choses qui vont avoir besoin de construire. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Va falloir construire ce genre de choses-là. Mais pour moi, c'est les scénarios qui sont vraiment importants. Donc en gros, quand je regarde mes taux américains, tant que je suis là-dedans, je suis positif sur les marchés. Si je suis là-dedans, le marché a peur de l'inflation, j'ai besoin d'accélérer ma rotation si je veux jouer plus défensif. Et c'est pas bon pour les actions. Hem, Si je commence à jouer ça, commence à devenir très bon, pour, les taux, ça commence à devenir très bon pour les obligations. Tout le monde va vouloir se précipiter à acheter de l'obligataire qui paye encore 5 avant que ça ne soit plus le cas. Ça sera plus bon pour l'économie. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça, comme le pétrole, ça peut booster si vous voulez, mais à un moment donné, plus le pétrole monte et plus ça vous engage à une récession future. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est-à-dire que vous allez avoir un sous-cycle où vous allez être satisfait de la hausse du pétrole. Alors, j'ai fait beaucoup de gris-gris pour pouvoir expliquer beaucoup de choses, dans les différentes dans l'académie. Mais si vous voulez, on voit bien qu'on est sur cette oblique ici, donc là, on peut congestionner et si on break, dans un premier temps, c'est très positif pour toutes les valeurs qui sont liées et pour le scénario de rotation et compagnie. Mais à terme, on va commencer à dire que ça va impacter négativement le pouvoir d'achat, négativement l'inflation et donc négativement la capacité des banques centrales de baisser leurs taux. Et c'est là où il faudra renverser la table. Donc ça aussi, c'est à regarder de côté. Il y a eu un accident technique. C'est histoire de dire: «Hey, ça fait un moment que tu causes, je fatigue, vas-y, avance un peu, abrège». Allez, donc on abrège. On va chercher le CAC 40. Le CAC 40, et ben voilà, on était dans la petite congestion qui va bien, on fait le break, on tenait bien. Richemont a fait le détour. Alors je pensais pas à Richemont, je pensais à la Chine, personnellement. Je me disais: «Quand je suis dans la config comme ça veut dire que la Chine va nous annoncer des trucs» et on voit, la Chine, tient plutôt bien. Là, l'idée, c'est qu'on va aller chercher les 7 008 jusqu'à 7 009. On aura peut-être une conso, mais maintenant, en gros, ça, là, les 7 500 devient support. Tout ce qui revient sur les 7 500, on paye pour essayer de jouer, la relance et in fine, un retour vers les 8 000. On joue réellement là, le retournement. Ça sera peut-être pas, peut-être qu'on se réécrasera comme une crêpe, mais là, maintenant, voilà, pour moi, je vous avais dit, je redeviens positif au-dessus des 7 350 et là, maintenant, encore plus au-dessus des 7 500. Donc on verra si ça fait pchit ou pas, mais clairement, on est là-dessus. Maintenant, on a besoin, je pense, un petit peu de digérer le truc. Ce qui va être super intéressant, c'est que le CAC 40 offre quand même, depuis quelques semaines, une petite performance par rapport au marché américain. Durable ou pas durable, c'est la question. Mais ça fait bien état, si vous voulez, que les portefeuilles sont en train de se rediversifier. Il n'y a pas de choix qui est fait encore, mais on se rediversifie. On fait pas des gros choix, mais on a besoin de rediversifier les portefeuilles. Donc, au niveau de notre Nasdaq, on a une bonne tenue, on voit de ce niveau des 20 005. L'autre niveau que j'avais, c'était les 19 005, 19 008. Tant qu'on va être au-dessus de ces niveaux-là, il faut prendre en considération que toute correction, c'est des reprises de souffle par rapport à la hausse, et ça ne remet rien en cause. Ce qui nous intéresse là, on voit, c'est qu'on a eu un gros rebond qui bloque quand même un petit peu, parce que pour moi, voilà, c'est pas fait, hein. La désinflation, le scénario que le marché joue, voilà, vous le voyez, vous avez des remises court terme, mais comme je vous ai expliqué, ce qui nous importe, c'est que petit à petit, c'est en train de se rebalancer entre les 2 scénarios que je vous ai expliqués.
Donc il ne faut pas non plus penser que le marché est reparti berserk sur le scénario 1. Je pense pas. Je pense qu'il est dans l'hésitation, il est dans la construction et à un moment donné, il fera un peu plus son choix clairement quand peut-être qu'on se serrera un petit peu plus la vis sur le pognon et qu'il faudra faire des choix parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter tout. Là, pour l'instant, ça ne se joue pas encore. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est là, c'est le point de blocage. On voit qu'on prie entre les 21 300 et les 21 400. Tant qu'on ne repasse pas ça, je ne suis pas positif, en tout cas à court terme. Je suis plus dans éventuellement la construction. J'ai besoin de faire ça pour relancer mon public. On verra si Trump y aide. Lundi, c'est fermé, les marchés américains, investiture de Trump. Ou voilà, si on continue de construire comme ça. De toute façon, pour moi, c'est typiquement là, on est rentré dans une neutralisation de la tendance sur le Nasdaq. Donc j'ai besoin, dans mon scénario de s'il se passe ça, il se passe ça, j'ai besoin maintenant de dépasser mes bornes. Donc soit je repasse en dessous des 20 005 et je commence à me dire que je vais aller chercher 19 500, 19 600 et je serai acheteur du niveau. Soit, voilà, je construis dans cette zone-là et puis j'arrive à repasser cette zone des 21 350 et 21 500 et je me dis: «OK, il y a encore du gras pour aller chercher 22 300, 22 400» dans ces zones-là et jouer un petit peu le truc en mode, vous voyez, biseau ascendant. Donc je tracerai quand j'aurai un peu plus d'éléments. Mais là, voilà, je suis un petit peu entre 2 eaux. Je suis, en attente. Mais, marché, anglais au plus haut, le DAX plus haut. Donc, le DAX, il est en train de partir également en exponentiel. Donc ça aussi, vous voyez bien que vous avez une rediversification sur les secteurs d'activité, mais également sur les zones géographiques. Donc c'est ça aussi qui est important. Et non mettons pas, si vous voulez, non mettons pas l'euro-dollar. L'euro-dollar, si vous voulez, ça va être très intéressant parce que 1 € qui est à la parité, c'est pas tellement un drame, si vous voulez, pour les entreprises. Ça permet de reprendre de la compétitivité. Donc ça, Trump aussi, il peut pas non plus permettre qu'on ait un dollar trop fort pendant trop longtemps. Donc ce qui est intéressant ici sur l'euro, c'est que tant que l'euro est très bas, c'est bon pour les boîtes. Si l'euro remonte, c'est un petit peu moins bon pour les boîtes, mais c'est bon pour le réinvestissement et les retours des flux dans les actions, européennes, japonaises et compagnie. Mais en gros, aujourd'hui, tout le monde est investi aux US. Si l'euro commence à être volatile et commence à remonter, il va falloir aussi rediversifier et rapatrier un peu des pépettes pour pas non plus, être all-in et prendre un petit peu trop de risques. Donc l'idée pour moi, ça serait une épaule tête-épaule inversée ici. Mais évidemment, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire, pour l'instant. Ça reste baissier, point barre, on a aucun élément. C'est un scénario, voilà, je peux vous dire n'importe quoi, j'ai une chance sur 2 et je reviendrai pas faire le malin si jamais ça se déroule comme ça, parce que voilà, c'est vraiment du 50-50 et je vais pas le jouer. Je le joue absolument pas. Voilà, la seule idée, c'est de dire, voilà, au niveau de la parité, en fait, on a trouvé du soutien. Donc pour moi, tant qu'on va tenir ça, on est également dans une neutralisation sur l'euro-dollar. Mais ça peut prendre du temps. Voilà, donc en gros, tout le monde attend un petit peu Trump aussi. C'est ça aussi qui est important à prendre en compte, c'est que tout le monde attend Trump pour pouvoir tirer. Les élections en Allemagne en février, ça peut être un point d'accroche, hein, l'extrême droite quand même, ils ont, l'extrême droite allemande le finalement le programme de l'extrême droite française d'il y a 10 ans ou 8 ans et ça ne marche pas. Et donc, ça marche quand l'extrême droite, enlève un petit peu les trucs, on sort de l'euro, on sort de l'Europe et cetera. Donc on verra combien ils font, mais ça aussi, ça sera important puisqu'évidemment, l'Allemagne, ça reste très important. Donc je serais tenté de dire que l'Europe est à un tournant. En fait, on le voit, beaucoup d'éléments qui sont à des niveaux pivots. Ça peut mettre encore plusieurs mois, plusieurs années à se mettre en branle, bien entendu. Mais ce que l'on voit, c'est que si l'Europe ne saisit pas la balle au bond maintenant, avec un euro qui est proche de la parité, avec une banque centrale européenne qui a fait du quantitative tightening jusqu'à maintenant, euh, on voit, enfin, le seul truc qui me dérange, c'est la politique française et c'est de voir que les mecs, ils ont toujours pas, tout le monde est en train de baisser les impôts sur les sociétés. Nous non. Et oui, c'est enfin, si vous voulez régler une problématique de dette, le pragmatisme anglo-saxon est quand même énorme. C'est-à-dire que plutôt que réduire les dépenses
Et augmenter les recettes, mais par l'impôt, augmentant les recettes globales du pays, c'est-à-dire le PIB. C'est remotivons un petit peu les gens à aller chercher de la croissance. Arrêtons de faire fuir les mecs, à la Silicon Valley, quoi. Bref, ça, c'était pour l'humeur et c'est quand même problématique, et ça restera problématique. Donc on a ce couple franco-allemand dont qui est déterminant sur les prochains mois, parce qu'on sent bien qu'on est dans un entre-deux sur l'Europe et j'aimerais bien que ça fonctionne. Et moi, j'aimerais bien que ça fonctionne. Hem On aurait vraiment besoin que ça fonctionne, sinon on va devenir un EHPAD géant. Et là, la japonisation nous tendra les mains et c'est pas super glamour quand même. Donc je préfère un peu d'inflation, mais parce on se donne les moyens d'aller chercher de la croissance, que le contraire, si vous voulez. Voilà pour cette vidéo, de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous éclaircit, que ça vous permet d'avoir un petit peu cette vision peut-être sur 2025, de bien garder tout ça, en tête. On y reviendra de toute manière et je passe à la deuxième partie de la vidéo, sur les actions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas surtout de regarder, la vidéo qui s'affiche à l'écran pour aller un petit peu plus loin et on passe à la deuxième partie, la partie action.